Merci de votre fidélité renouvelée à Eden TV. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. L'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de la Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales, a reçu ce mardi le ministre de l'Enseignement supérieur, les autorités du rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi et celles de la Flash. Nous en parlerons dans ce journal. Le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur entend promouvoir la culture vaudou au-delà des frontières béninoises, un objectif qu'il compte atteindre notamment à travers l'organisation du festival Vaudou. Vous en saurez davantage dans cette édition. Les autorités zambiennes ont annoncé avoir suspendu les autorisations de diffusion d'une chaîne de télévision et de 2 radios privées, une décision prise quelques jours seulement après la réélection d'Edgar Lungu à la tête du pays. Voilà pour le sommaire de cette édition. La suite, c'est maintenant. Vous le savez, depuis peu, une crise secoue l'université d'Abomey-Calavi. Les parties concernées ont été reçues ce mardi par l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de la Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales à l'Assemblée nationale pour échanger sur la dite crise qui prévaut sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Présent à cette rencontre, la ministre de l'Enseignement supérieur et les responsables de l'université d'Abomey-Calavi. Suivez ici un extrait des propos des participants à cette rencontre au micro de Frégis Seroulan et de Romaric de Vauchy. J'ai dit, la meilleure alternative, c'est de leur dire, d'écrire au recteur, à partir du moment où l'information n'est pas encore divulguée, de me faire copie pour que moi je puisse négocier, si c'est encore négociable, pour qu'on annule la sanction ou tout au moins on adoucisse la sanction. Moi, ils m'ont dit il faudrait que j'instruise le recteur pour qu'il rapporte la décision. Je leur ai dit que ça ne se passe pas comme ça, que le rectorat est une structure autonome. La seule manière de les sauver, c'est de présenter des excuses au recteur avec ampliation au ministre pour que je puisse rentrer en négociation avec le recteur. Et dès que je leur ai dit ça, ils m'ont laissé. Dans aucune entité de l'UAC, il y a session unique. Dans aucune entité. Avant que les LMD ne soient mis en œuvre, c'était un examen avec une seconde session. La session unique, les seuls examens dans lesquels elle se passe, ce sont les examens nationaux du CEP, du BPC et du bac, puisqu'on va composer une fois, quel que soit le résultat, le match est terminé. Mais ce n'est pas ce qui se passe à l'université. Puisque pendant que l'étudiant suit les cours, il est évalué à travers les devoirs, des exposés. Il y a même des épreuves orales selon les cas. Et actuellement, avec le LMD, ils ont une évaluation au semestre 1, semestre dit impair, et au semestre 2. En réalité, ce que les étudiants demandent, c'est une 3e session. On n'a pas encore fait les évaluations du premier semestre. On n'a pas encore fait les cours du second semestre. On n'a pas encore fait il faut faire les cours du second semestre, faire les évaluations du second semestre, corriger, programmer les résultats. Si on doit faire tout ceci, ça nous conduit à juillet 2017. Donc l'année académique 2015-2016 allait se dérouler sur 3 années civiles. Si jamais on se hasardait à dire que on doit faire les examens qu'ils ont boycottés, faire les cours, si on doit se hasarder à faire cela, c'est qu'on se retrouverait en 2017, ce qui priverait de cours l'université, ce qui empêcherait les bacheliers à entrer à l'université et ce qui entraînerait d'autres problèmes. Nous avons vu clair dans ce qui se passe parce qu'effectivement, il ne faut pas entendre un seul son de cloche tranchée. Donc, ce qui se passe est horrible. Nous allons dès à présent commencer par appeler nos étudiants que nous connaissons, nos enfants étudiants, nous allons commencer par leur parler. Il faut rapidement dénouer cette affaire, ce n'est pas bien. Et vous aurez la suite du président de l'Assemblée nationale sous peu.
Restons dans le registre de l'éducation pour parler des conditions de création des universités privées au Bénin qui comptent aujourd'hui une multitude d'écoles et instituts d'enseignement supérieur. Certains de ces établissements privés fonctionnent de façon illégale et abusent des parents d'étudiants. Un fait qui suscite des interrogations sur les conditions de création de ces universités privées. Horacia Djodji et Cyril Agbo se sont intéressés à cette question. Suivez ce reportage. Quelles sont les conditions de création d'un établissement d'enseignement supérieur privé en République du Bénin? Pour le savoir, il faut consulter le décret 818 du 31 décembre 2008 qui fixe les conditions de création, de mutation, de fonctionnement et de changement de nom des établissements privés d'enseignement supérieur. Cette réglementation dispose en effet que l'autorisation de création d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur est accordée à tout citoyen béninois remplissant les conditions de moralité, de grade et de diplôme. La loi précise également que l'obtention de cette autorisation survient par décision du ministre en charge de l'enseignement supérieur après avis motivé du Conseil consultatif de l'enseignement supérieur. Mais l'autorisation de création n'est qu'une première étape de la mise en place d'une université privée au Bénin. L'autorisation de création démarre le processus. Il ne vous permet pas de recruter, il vous permet de recruter des étudiants, il vous permet de démarrer le processus, de construire les bâtiments qui vont abriter votre école ou votre structure. Ça signifie qu'on peut même avoir l'autorisation de création sur un terrain nu. Et on a un délai, un temps pour pouvoir ériger les bâtiments, les infrastructures, pour pouvoir prendre langue avec les enseignants et venir solliciter l'autorisation d'ouverture. L'arrêté de création pris par le ministre de l'Enseignement supérieur, le promoteur dispose de 3 ans pour mettre en place toutes les infrastructures, les programmes, le personnel administratif et enseignant pour solliciter une autorisation d'ouverture. Une autorisation accordée après enquête d'une commission mise en place par le Conseil consultatif de l'enseignement supérieur. Le Conseil consultatif réunit donc tous les membres de tous les ministères concernés, valide ou non l'autorisation d'ouverture, valide ou non les conclusions de la commission. Une fois que le conseil dépose son rapport, le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entérine ou non, selon d'autres raisons qui lui sont propres. La plupart du temps, entérine donc l'autorisation d'ouverture. Ce n'est qu'à partir de ce moment que vous ouvrez et vous recrutez le tout premier étudiant dans la filière dans laquelle on vous a autorisé. Lorsque l'autorisation définitive de fonctionner est obtenue, l'État joue non seulement un rôle d'accompagnateur de ces établissements privés, mais aussi de suivi de leurs activités. Une fois que vous avez recruté, donc ouvert votre établissement, vous n'êtes pas lâché pour autant. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique met en place une série d'accompagnements en termes de visites inopinées, en termes d'inspection programmée, en termes de contrôle des activités de routine, des activités quotidiennes, les cours, les examens, les soutenances, dans quelles conditions tout cela se fait. Et au bout d'1 an d'exercice, il y a une inspection faite par des experts venus de tous les milieux. Si cette inspection vous est favorable, là, vous êtes inscrit sur la liste des établissements dont l'État co-signe les diplômes, dans la filière où vous êtes inspecté. Toute une procédure bien encadrée en dehors de laquelle certains établissements d'enseignement privé ont existé au Bénin avant de subir la suspension de leurs activités. Intéressons-nous à présent à la procédure qui consiste en ce qui concerne les établissements privés à co-signer leur diplôme par l'État béninois. Sur la question, Dodia Mouzouvi apporte quelques explications. Suivez plutôt. À la date d'aujourd'hui, ils sont 52 établissements dont les diplômes en licence et en master sont co-signés par l'État béninois. À côté de ces 52, il y a d'autres qui ne font pas dans la licence et dans le master, qui font le BTS.
ils ne sont pas concernés par cette liste. Quand bien même ils sont en règle, ils sont reconnus, ils sont créés, ils ont leur autorisation d'ouverture, puisqu'ils font le BTS, qui est déjà un examen national, on n'a plus besoin de co-signer les diplômes. C'est l'État qui organise l'examen et qui délivre ce diplôme-là. La liste des 52, c'est la liste des établissements post-BTS, donc licence et master. Il y a à côté de cela une deuxième ou bien une troisième liste, c'est ceux qui ont été régulièrement autorisés à créer et à ouvrir, mais qui attendent l'année d'exercice, la première année d'exercice, pour l'inspection qui leur permettra, une fois qu'ils ont obtenu l'avis favorable, de se retrouver sur la liste dont l'État co-signe les diplômes. On ne peut pas dire que cette catégorie de structure n'est pas reconnue ou elle est illégale. Ils attendent de finir le processus qui est un parcours de combattant, il faut le dire, selon les tests et selon la pratique. Ils attendent alors ce moment pour se voir inscrits sur cette liste des établissements officiels dont l'État co-signe les diplômes de licence et de master. Le président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo, a installé ce lundi au siège de son institution les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, en présence des représentants de diverses institutions. Ils sont au total 11 membres, à savoir 9 députés, plus le directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE, et le directeur du service national en charge de l'état civil. Le président Olo a rappelé à ces nouveaux membres du COSLEPI l'importance de leur tâche qui consiste essentiellement à garantir la fiabilité du fichier électoral afin que les opérations se déroulent, soient transparentes, crédibles, impartiales et se déroulent dans un climat apaisé. L'ancien chef de l'État, Thomas Boniyayi, fait toujours parler de lui. Certains de ses déplacements, notamment sa dernière visite à l'aéroport de Touro à Parakou, créent des polémiques et suscitent beaucoup de débats au sein de l'opinion publique. La rédaction de DNTV a recueilli pour vous l'avis de quelques journalistes politiques que je vous invite à suivre. Boniyayi 10 ans, c'est fini. Ce slogan de l'Alliance Soleil, à la veille de l'élection présidentielle de mars 2016, dérangeait sérieusement Boniyayi encore au pouvoir. Et même après avoir laissé le pouvoir, l'homme semble ne pas accepter cette expression. En témoignent les sorties, tournées et visites dans certaines localités du Nord. La dernière en date, la visite de l'aéroport de Touro, qui défraie la chronique et suscite beaucoup de réactions, surtout dans les médias. Pour un chef d'État qui vient de quitter le pouvoir, c'est parti sans parti, c'est parti en faisant ombrage quelque part à l'actuel. Il est dans la faute de mon point de vue, il est dans la faute. Il y en a qui disent qu'aucune loi ne l'interdit. Non, en se comportant de cette manière-là, Boniyayi est dans la faute. Il n'a pas fini de donner son énergie. En fait, c'est l'homme, c'est la nature de l'homme. Donc on ne peut pas lui jeter la pierre, mais il faut tout simplement l'observer et le canaliser. En condamnant aussi ces agissements de l'ancien président Boniyayi, d'autres trouvent qu'il cherche plutôt à réveiller la classe politique et à occuper le terrain en absence du président Patrice Talon, très effacé. On critique à tort et à raison peut-être Boniyayi, mais il faut reconnaître que c'est Boniyayi aujourd'hui qui anime la vie politique, la vie publique. Le président Talon ne s'affiche pas, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa posture, ce n'est pas sa méthode de travail. Mais en dehors de lui, de Boniyayi aujourd'hui qui revient encore perturber le calme plat de l'État, il faut reconnaître que la classe politique a démissionné. Il faut alors mettre à l'actif de Boniyayi ce qu'il fait, il faut le saluer, même si on doit lui demander de savoir aussi raison garder, de savoir rester dans ses limites. Mais c'est évident que Boniyayi, en agissant ainsi, provoque le débat et agite l'opinion publique nationale. Mais au-delà de ces agitations, interrogeons-nous sur les mobiles de ces comportements. Pour certains, c'est peut-être lié à la personnalité et à la psychologie de l'homme. Pour lui, il n'a pas fini de gérer le Bénin. En fait, c'est une question d'esprit, de préparation. Il ne s'est pas préparé pour descendre du pouvoir. Vous savez, dans d'autres circonstances, pour quelqu'un qui a fait 10 ans à la tête d'un pays, il faut que déjà à partir de 8 ans, qu'il se prépare à rentrer dans une autre phase. Parce que si vous restez actif 10 ans à la tête d'un pays, ce n'est pas en 4 mois que vous allez retrouver vos esprits
et savoir que vous avez quitté le pouvoir. 6 avril, le jour symbolique où le président Patrice Talon était investi, Boni Yayi, lui, il était en tournée, il s'affichait encore comme le président du Bénin. Et donc, il cherche noise, comme diraient les Anglais, et c'est à prêter flanc à ce jeu-là qu'il pourrait avoir peut-être de troubles. Bon, on ne sait pas aujourd'hui s'il a vraiment de troubles derrière. Je n'ai pas l'impression qu'il ait vraiment des férus qui comptent avec lui que le Bénin ce serait avec Boni Yayi. Pour la paix et la cohésion nationale, le chantre du changement et de la refondation, qui a dirigé ce pays pendant 10 ans, doit accepter son nouveau statut et apprendre à s'éclipser. Culture à présent, le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur entend promouvoir la culture vaudou au-delà des frontières béninoises. Un objectif qu'il compte atteindre notamment à travers l'organisation du Festival Vaudou, un festival dont la première édition se tiendra cette année du 22 au 24 octobre à Bruxelles en Belgique. Plus de précisions avec Amena Rekpa et Cyril Agbo. Détachés, c'est comme des ambassadeurs. Donc le vaudou est considéré par nos aînés comme des répondants, comme des ambassadeurs pour pouvoir véhiculer nos préoccupations, nos problèmes auprès de l'énergie divine afin que nous puissions avoir un retour favorable si nous le méritons parce que nos aînés placent au cœur de toute récompense d'abord et avant tout le mérite. Et c'est fort de cela que le festival Vaudou se donne pour objectif de promouvoir la culture vaudou dans toute sa splendeur au-delà des frontières béninoises. Un projet mûri depuis 2 ans et porté par le délégué général de la section Belgique du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. À partir du 22 octobre prochain, nous allons étaler la culture vaudou sur 3 jours à travers donc des conférences de presse et débats qui vont être animés par des professeurs d'université, par des prêtres vaudous, par des dignitaires vaudous qui vont venir de partout du monde. Et puis après, nous aurons ce qu'on appelle l'étape des tables et terroirs, en fait, qui essayera de recentrer un peu la gastronomie béninoise, donc de l'ex-Dahomey, qui est aujourd'hui mondialement connue dans d'autres pays comme Cuba, Brésil, Haïti ou la République dominicaine ou même le Pérou ou la Bolivie. Et puis alors après, nous allons finir le festival par un concert gigantesque, authentique, d'instruments authentiques, qui sera animé par Sago Andanialou, José Elma et d'autres artistes qui viennent de partout de pays qui ont un rapport avec le Bénin. Il y aura effectivement aussi ce qu'on appelle une performance live de l'artiste Rafi Okefoloran qui vit à Auxerre et qui est un artiste plasticien très très connu dans le monde entier. Et c'est Bruxelles qui accueille cette première édition du festival, qui se veut itinérant et pour cause. Pourquoi Bruxelles? Parce que après New York, Bruxelles est la 2e plus grosse capitale diplomatique au monde. Nous avons 190 nationalités, donc 190 nationalités qui se côtoient quotidiennement. On s'est dit que c'est le lieu idéal pour parler de notre culture. Parce que ce patrimoine-là, quelquefois un peu mal interprété par pas forcément des personnes qui ont envie de faire du mal, mais peut-être par des personnes qui ne comprennent pas la réalité de ce que c'est que le vaudou. Vaudou en tant que culture et patrimoine historique du Bénin. En actualité, le Soudan du Sud, par la voix de son vice-président, conteste la résolution 2034 de l'ONU. Elle prévoit en effet le déploiement de troupes onusiennes dans la capitale du Soudan du Sud, théâtre de violents combats en juillet. Mais le nouveau vice-président du Soudan du Sud, Taban Deng Gue, a émis des réserves concernant cette résolution de l'ONU. Reportage. Le déploiement de la force de protection onusienne à Juba est désormais incertain. Cette force, qui doit comprendre 4000 hommes et dont la création a été votée le 12 août par le Conseil de sécurité des Nations Unies, risque de ne jamais exécuter son mandat pour lui permettre de protéger la population de Juba. Alors que ce lundi, le secrétaire d'État américain John Kerry et la ministre des Affaires étrangères du Kenya, Amina Mohamed, après une réunion à Nairobi, ont appelé au déploiement de cette force. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son nouveau vice-président Taban Deng ont fait part de leur réticence sur ce déploiement annoncé de nouveaux casques bleus
qui, selon eux, portent atteinte à la souveraineté du pays. Nous contestons la résolution de l'ONU 2304. Le gouvernement du Soudan du Sud et son peuple l'ont rejetée parce qu'elle sape la souveraineté du Soudan du Sud. La résolution 2304 propose de prendre en charge la gestion de l'aéroport de Juba. Mais aucun gouvernement ne serait prêt à céder la gestion de ces aéroports à des étrangers. Cette réticence fait suite à un refus catégorique de ce déploiement, alors que début juillet, des combats ont opposé les troupes du président Salva Kiir à celles loyales à l'ex-chef rebelle Riek Machar, faisant plusieurs centaines de morts. Ces combats ont mis en péril un fragile accord de paix signé en août 2015 pour tenter de mettre un terme à une guerre civile dévastatrice débutée fin 2013, moins de 2 ans après l'indépendance du pays. Quant à l'ex-chef rebelle évincé de son poste de vice-président et remplacé par Tabeng Deng après le combat, il se dit prêt à quitter la République démocratique du Congo voisine où il a trouvé refuge pour rentrer à Juba lorsque la nouvelle force de protection onusienne sera déployée dans la capitale. Avoir suspendu les autorisations de diffusion d'une chaîne de télévision et de 2 radios privées, une décision prise quelques jours seulement après la réélection d'Edgar Lungu à la tête du pays et qualifiée de censure par l'opposition. Movi TV, Radio Komboni et Radio Iteshi Teshi sont les 3 médias privés zambiens suspendus pour leur couverture médiatique lors de l'élection présidentielle du 11 août dernier en Zambie. Le manque de professionnalisme dans le traitement des informations électorales est la principale raison de leur suspension, ce qui aurait mis en danger la paix nationale et la sécurité dans le pays, a déclaré Justin Matalé, président de l'autorité indépendante de l'audiovisuel. Ce dernier aurait décidé de façon unilatérale de retirer avec effet immédiat les licences de ses organes de presse. L'avocat de la chaîne Movie TV se prononce. Une lettre a été envoyée ce soir à Movie TV afin de suspendre leur licence. La loi amendée de l'IBA, Autorité indépendante de l'audiovisuel de 2010, selon laquelle le comité pourrait annuler la licence si cela est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique, la paix. Une telle décision a suscité des réactions, notamment dans le rang de l'opposition zambienne. Selon Hakainde Hichilema, candidat de l'opposition battu à la présidentielle, cette mesure, je cite, est une nouvelle tentative du gouvernement de vouloir museler la liberté d'expression. Fin de citation. Il est important, a-t-il poursuivi, que les Zambiens puissent s'unir pour se protéger de la dictature d'Edgar Lungu, le président qui a été réélu lors du scrutin d'août 2016. Touristes sujets au vertige, s'abstenir. Le pont piéton en verre, le plus long et haut du monde, a ouvert au public samedi dans les spectaculaires montagnes de Zandiadi, réputées avoir inspiré le film américain Avatar. Long de 430 mètres et perché à 300 mètres au-dessus du sol, l'ouvrage est construit entre 2 sols de ce parc naturel de la province du Hunan. Le pont d'une largeur de 6 mètres est constitué de 99 plaques de verre transparentes, peut accueillir 800 personnes simultanément. Outre marcher sur la structure et profiter de la vue sur les pitons rocheux alentour, les touristes pourront également y sauter à l'élastique ou emprunter une tyrolienne. Seules 8000 personnes par jour sont acceptées sur le pont, les touristes devant réserver un jour à l'avance leur billet d'entrée d'un montant de 18 €. Afin d'éviter les chutes d'objets pouvant endommager la structure, les appareils photo et les bars à selfie ne sont pas autorisés. Le pont est l'œuvre d'un architecte israélien, Haim Dotan, déjà auteur de plusieurs édifices en Chine. Hors du continent, aux États-Unis, la légende belge a rendu l'âme, considéré comme le roi mondial de l'harmonica, le musicien et compositeur belgo-américain Toots Thielemans est décédé lundi matin à 94 ans, après une longue carrière internationale au cours de laquelle il a joué aux côtés des plus grands noms du jazz. Suivez plutôt. C'est dans son sommeil que la légende belge du jazz est décédée à l'âge de 94 ans après avoir été hospitalisé à cause d'une chute, a indiqué son impresario Verl van de Poel. Monument du monde du jazz, il a joué avec les plus grands noms du milieu.
Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Billy Evans, Frank Sinatra ou encore Oscar Peterson. Il a aussi accompagné des artistes comme Billy Joel ou Stevie Wonder. Né le 29 avril 1922 à Bruxelles, dans le quartier populaire de Marolles, où ses parents tenaient un estaminet, l'Éternel Moustachu, également guitariste de talent, est le premier musicien à avoir donné ses lettres de noblesse à l'harmonica chromatique, ce petit instrument de 15 cm de long, difficile à maîtriser. Instrument qu'il découvre en 1938 à l'âge de 16 ans. En 1957, il devient citoyen américain tout en gardant sa nationalité belge après s'être installé en 1950. Fait baron en 2001 par le roi Albert II, il est l'un des Belges les plus célèbres. En 2012, et malgré sa santé déjà chancelante, Toet Tielemans, Jean-Baptiste de son vrai nom, triomphe au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles lors d'un concert célébrant son 90e anniversaire avant de reprendre une tournée qui le conduira aux États-Unis et au Japon. En 2014, sentant ses forces diminuer et afin de ne pas décevoir son public, il décide d'annuler tous ses concerts et de mettre un terme à sa carrière. L'homme a reçu de nombreuses distinctions, dont le Jazz Master Award accordé par les États-Unis, et en 2012, l'Académie Charles Cross lui a décerné un prix in honorem pour l'ensemble de sa carrière. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme cette édition réalisée par Moïse Patinvo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV. Maté d'Eden, c'est demain 7h. Ne ratez surtout pas. Bonsoir.